a long story which took place between 2013 and 2020. So during the process, many countries were involved. C'est une affaire tentaculaire. Un puzzle vertigineux, composé de centaines de pièces. Assemblée, elle révèle les origines et les mécanismes d'une tragédie, celle de l'explosion au port de Beyrouth. On était loin d'imaginer, je pense, ce qui pouvait se passer en face de chez nous. Le 4 août 2020, un stock de nitrate d'ammonium provoque la plus puissante explosion non nucléaire de l'histoire. Le monde découvre stupéfait que 2750 tonnes sommeillaient depuis 7 ans dans un hangar du port. Une bombe à retardement qui n'aurait jamais dû se retrouver à Beyrouth. Explosives, everyone knows that it's explosives, but no one was mentioning anything related to this ship. Alors que l'enquête officielle s'enlisait, entravée par des ingérences politiques, la société civile s'est mobilisée pour décrypter les rouages de ce drame. There's nothing that can replace a judicial proceeding, but it is important that we not bury the facts around who knew what when and what their responsibility was. Ils sont journalistes, chercheurs, avocats ou encore victimes et citoyens engagés. Ils tentent de démêler les fils d'une histoire qui implique une multitude d'acteurs, de sociétés écrans et d'intermédiaires troubles sur fond de négligence d'État. In countries where the political establishment is in cahoots with the judiciary, this is when the accountability journalism really comes into action. Voici ce qu'ils ont découvert au cœur des zones d'ombre de cette affaire. L'histoire commence sur les côtes géorgiennes en septembre 2013. À cette époque, dans le port de Batoumi, un bateau s'apprête à prendre le large. Le Rosus. It was a rickety ship. It was old. It had a lot of technical defects that should not have allowed it to often continue sailing. Le bateau lui-même était un bateau poubelle qui avait changé je ne sais combien de fois d'immatriculation. Le précédent équipage avait carrément fait une mutinerie parce qu'il n'était même pas payé. C'est pourtant ce navire qui est choisi pour transporter une cargaison sensible. 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Un sel chimique blanc utilisé comme engrais, mais aussi comme explosif. En 1995, 2 tonnes avaient suffi pour éventrer la moitié d'un bâtiment fédéral dans un attentat à Oklahoma City. Le produit est également connu pour être utilisé par le groupe État islamique ou dans les barils du régime syrien, qui, en Géorgie, s'apprête alors à en exporter 2750 tonnes. Des années plus tard, cette question sera la première d'une longue série, lorsque cette cargaison provoquera l'explosion au port de Beyrouth. Journalistes et chercheurs vont tenter de remonter toute la chaîne des responsabilités dans le drame. À commencer par celle de l'expéditeur du produit, mentionné sur le connaissement maritime comme Roustavi Azot LLC. Autrement dit, la plus grande usine d'engrais dans le Caucase du Sud. Okay. This factory at that time was owned by a Georgian businessman. His name is Roman Pipia. In 2016, he got bankrupted, as he said. But anyway, the factory, Roustavi Azot in Georgia, it was actually controlled by another company called Dreymur. Dreymur, un nom qui n'apparaît pas sur le connaissement maritime, mais sur le manifeste de cargaison, publié le jour du départ, le 27 septembre 2013. Roustavi Azot agirait bien pour
et au nom de cette entreprise. Elle se décrit comme une société internationale de premier plan dans le commerce d'engrais, et c'est donc elle qui aurait demandé à cette usine géorgienne de produire et d'envoyer la cargaison. Sur les documents d'exportation, parfois Dremmour apparaît, parfois Dremmour n'apparaît pas. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont passés à côté. Mais on ne comprenait pas qui était derrière. Les journalistes de Revue 21 remontent alors le fil. Basé à Singapour, Dremmour Fertilizer serait détenu à 100% par un russo-israélien, Alexander Shishkin. Alexander Shishkin, c'est un discret homme d'affaires basé en Russie, qui voyage beaucoup en Europe, qui utilise notamment sa nationalité israélienne pour continuer à faire des affaires, qui fait des affaires aux États-Unis, qui fait des affaires en Amérique latine, qui fait des affaires un peu partout. Lui n'apparaît nulle part. Ça n'est qu'en épluchant un certain nombre de litiges commerciaux aux États-Unis ou en Europe qu'on a compris qu'en fait, c'était lui qui possédait 100% de Dremmour Fertilizer, qu'il annonçait faire un chiffre d'affaires d'1,5 milliard par an, et que donc c'était une société mondiale. En 2013, c'est donc cet homme de l'ombre, Alexander Shishkin, qui serait à l'origine du contrat avec Roustavi Azote pour produire et convoyer ces 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Le Rosus doit traverser la moitié de la planète pour se rendre au Mozambique, vers son acheteur officiel, Fabrica de Explosivos de Mozambique. Fabrica de Explosivos is basically a company that manufactures explosives. It's 95% owned by a Portuguese company. They were also implicated in the explosives that were found in Madrid in 2004 when there was a train explosion. It also has connections to the ruling elite in Mozambique and to the businessman elite in the Mozambique. That doesn't mean they are doing something bad, but it also enables people to circumvent laws, to cut the waiting process. And this is a pattern we find in that globalized, organized crime and corruption economy. Un commanditaire qui semble vouloir rester discret, une cargaison dangereuse, un navire à l'état plus que douteux et un acheteur au profil troublant. À l'époque, rien n'éveille l'attention des autorités portuaires. Les documents sont en règle et le Rosus est autorisé à prendre le large. Il fait d'abord escale à Tuzla en Turquie, du 3 au 16 octobre 2013, puis rejoint la Grèce et s'arrête au port d'Athènes, du 21 octobre au 16 novembre. Vous voyez un parcours qui est totalement absurde dès le début. Vous avez quand même 2 mois d'un bateau qui est totalement en train d'attendre quelque chose, on ne sait pas exactement quoi. Un bateau qui irait mal, un bateau qui serait un bateau poubelle, il n'a aucune raison de continuer à tourner. Il retourne sur ses pas, il va dans son endroit d'origine, où il annonce qu'il est en déshérence ou qu'il est en tout cas plus capable de naviguer, et il y a des processus et des dispositifs qui sont prévus pour ça. Le Rosus rencontre-t-il des problèmes mécaniques ou administratifs ? Après de longues semaines d'attente, il reprend toutefois le large et dévie de sa trajectoire annoncée. Il ne met pas le cap sur l'Égypte, mais sur le Liban, où il accoste le 21 novembre 2013. Le Rosus n'était pas censé passer par le Liban. C'est parce que son armateur n'avait plus de fonds pour traverser le canal de Suez qu'il a décidé de faire cette escale pour récupérer des matériaux sismiques qui avaient été commandés par l'ancien ministre libanais de l'énergie pour faire de l'exploration pétrolière sur les côtes libanaises. Pourquoi le navire avait-il pris la mer sans pouvoir payer son passage du canal de Suez ? Certains armateurs le font avec des navires capables de rentabiliser leur trajet en embarquant de nouvelles cargaisons en cours de route. Mais le Rosus, lui, était déjà chargé à ras-bord. Pourtant, au Liban, un client se manifeste. Spectrum. Une société britannique, alors mandatée par Gebran Bassil, le ministre libanais de l'énergie, pour conduire des études sur les réserves d'hydrocarbures dans le pays.
On est en novembre 2013 et à ce moment-là, Spectrum, qui était en train de réaliser des études sismiques, sans aucune raison manifeste, arrête son chantier et dit que son sous-traitant, qui est une société jordanienne, doit renvoyer les machines sismiques. Et l'Eurosius est choisi officiellement parce que le bateau coûte pas cher, que c'est le bateau qui coûte le moins cher, et donc l'Eurosius approche. Dans toute transaction maritime, l'entreprise qui fait appel à un navire doit en vérifier l'état et sa compatibilité avec la cargaison. Dans le cas du Rosus, il aurait été choisi par Spectrum pour ses faibles coûts d'affrètement. Mais il était loin d'être adapté aux machines de chantier que cette société voulait embarquer. Why the company, Spectrum, that had contracted with the Minister of Energy, elected to choose the Rosus to come. It's 160 tons of equipment. The Rosus is not a roll-on, roll-off ship, which is typically the type of ship that would be used to transport this kind of equipment. Ces premières incohérences intriguent. Le Rosus s'est-il dérouté vers le Liban pour de simples raisons commerciales ? Journalistes et chercheurs vont alors s'intéresser aux propriétaires du bateau, qu'ils mettront des semaines à identifier. Un propriétaire dont le profil les conduira à formuler de nouvelles hypothèses, bien plus inquiétantes. First, it was said that he's a guy called Igor Grishishkain. And then we discovered later that Igor Grishishkain was renting this ship. Né en 1977 à l'extrême est de la Russie, Igor Greshushkin est installé depuis plusieurs années à Chypre, d'où il dirige des sociétés maritimes. En 2013, c'est lui qui, officiellement, ordonne au capitaine du navire de mettre le cap sur Beyrouth. Mais légalement, le Rosus ne lui appartient pas. Greshushkin has always acted as a corporate director for companies that he doesn't own, and he was on one of those companies that basically was involved in leasing and chartering the ship, but in truth, he was not the real owner. The real owner is Mr. Manoli, who is a very well-known shipping magnate and is someone that has mastered the international shipping industry for at least 3 decades. Un homme d'affaires aussi discret qu'influent, installé lui aussi à Chypre. Les journalistes continuent alors leurs recherches et découvrent une anomalie majeure. Les certificats de navigabilité du Rosus ont tous été délivrés par des sociétés appartenant à Manoli. He has a company that helped register the vessel. He had a company that bought the vessel. He had a company that gave it the seaworthiness certificate and allowed it to sail. And he had the company that allowed it to get the flag of convenience in a jurisdiction that is known to be very lax in imposing its rules and regulations. And when you are one man doing everything through a network of companies, it's very easy to manage any mistake. La manière dont le Rosus a pu quitter le port de Batumi sans encombre, malgré son état préoccupant, devient désormais plus claire. Mais les liens troubles de Manoli ne s'arrêtent pas là. Ces journalistes révèlent qu'en 2011, l'homme d'affaires contracte un prêt de 4 millions de dollars en mettant le Rosus comme garantie. Un prêt octroyé par une banque à la réputation sulfureuse, la FBME. Bank FBME was set up by a Lebanese company in Tanzania with an office in Cyprus. And it was blacklisted by the State Department in 2014 for allegedly working with organized crime and helping Hezbollah financiers. This bank is not the normal kind of bank where you just go and get a loan and pay it later. It's a kind of a bank which works through a closed circle. They choose their clients. Pourquoi Manoli traitait-il avec cette banque réputée proche du Hezbollah ? Rien ne prouve que cette dette soit liée au trajet incompréhensible du Rosus. Mais ces relations, combinées à ses manœuvres pour faire naviguer son bateau malgré son état et à ses efforts pour rester dans l'ombre,
jette le doute sur son rôle dans cette affaire. There were some things like this which, individually maybe would not create a suspicion, but in the aggregate do. De la Géorgie jusqu'au port de Beyrouth, le nombre de protagonistes troubles et d'incohérences pose de plus en plus questions. Le Rosus est-il vraiment arrivé au Liban par hasard ? Pourquoi Spectrum a-t-il choisi un bateau inadapté pour convoyer son équipement ? Et pourquoi Greshushkin et Manoli ont-ils accepté cette cargaison supplémentaire, tout en connaissant l'état du navire ? Vous avez toutes sortes de possibilités. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être définitif dans cette affaire. C'est vraiment un puzzle, en fait. C'est celui qui va arriver avec une hypothèse ferme en disant « je sais qu'il s'est passé ça, je sais qu'ils ont voulu faire ça ». Tout ce qu'il va trouver, ça sera des biais de confirmation. En ce 21 novembre 2013, une chose est sûre, le bateau ne résiste pas aux chargements supplémentaires qu'il tente d'embarquer au port de Beyrouth. Ils essayent de le charger de ces machines, la cale se brise et elle menace de carrément comprimer les sacs de nitrate. Enfin, il faut voir ce que c'était quand même. C'était des camionnettes, c'était des énormes machines de chantier, c'était des containers. C'est l'équivalent d'une dizaine de containers entiers sur un bateau qui était déjà trop chargé. Les autorités libanaises constatent alors que le Rosus ne respecte pas les réglementations de sécurité maritime libanaises et internationales. Aux avaries s'ajoute une pile de factures impayées, dont les frais de port et le carburant. Le navire est saisi par la justice libanaise en attendant que ses propriétaires payent leurs dettes. Mais personne ne se manifeste. Ni Igor Greshushkin, ni Charalambos Manoli. Greshushkin just gave it up because, the shipping company started saying, we want more money. And he just didn't have the money, so he just left it. Dès lors, il va y avoir plein de complications et l'équipage qui donc transportait ces marchandises va se retrouver pris en otage au Liban. L'armateur était censé payer ses dettes qu'il ne faisait pas. Et en contrepartie, le navire était réquisitionné avec l'équipage le temps qu'il rembourse donc cette dette. Entre-temps, ces marins ne sont pas nourris, ils sont maltraités, ils vivent au sein du navire dans des conditions lamentables. On raconte comme quoi, par pitié, il y avait des gens au port qui les nourrissaient. Le nitrate d'ammonium, lui, est toujours sur le Rosus. 2750 tonnes d'un composé potentiellement explosif sur un navire en fin de vie, au cœur d'une capitale de 350 000 habitants. Mais les autorités portuaires, alertées par la force intérimaire des Nations Unies au Liban, n'y trouvent rien à redire. When Rosus entered, the UNIFIL asked the army to inspect the ship because they knew that the cargo is like something like ammonium nitrate or something like that. And then the army answered, the ship is clear. But nor in its manifest, nor in its arrival notice, it was mentioned that it has ammonium nitrate. Sur le formulaire d'entrée du Rosus à Beyrouth, la description de la cargaison est sommaire. 2750 gros sacs. Aucune mention de leur contenu. Cette anomalie ne surprend pas vraiment les habitués du port libanais. The situation with the ammonium nitrate at the port was not an anomaly. It is a feature of how the port was functioning. The port scanner was broken. Things were not being inspected. The report sometimes is jokingly referred to as the cave of Ali Baba and the 40 Thieves, because it was understood to be supportive of private interests as opposed to the public good. There were estimates of the amount of money that was lost to the state as a result of the negligence, the malfeasance, the lack of organization of the port at $2 billion a year. I've been working on corruption related to Beirut harbor since 10 years. We've managed to expose a lot of corruption, and we've proved that a lot of abandoned cargoes were simply stolen from Beirut harbor.
Dans un port où des cargaisons disparaissent en toute impunité, celle du Rosus aurait-elle pu attirer des convoitises ? On a pris contact avec le capitaine qui nous raconte que, à ce moment-là, ils ont fait face à des personnes qui étaient tentées par leurs marchandises, dont un capitaine égyptien qui leur a proposé de recouvrir le navire de poubelles pour que ça attire aucune inspection, parce que les ordures ne sont pas inspectées apparemment, et qu'entre-temps, eux, ils aillent en ville pour essayer de vendre ces substances, les liquider, ce qui ne s'est pas fait bien sûr. Impossible de savoir si la cargaison, toujours absente des registres officiels, est encore intacte. Il faut attendre le 21 février 2014 pour qu'un agent des douanes s'intéresse enfin au Rosus et à son chargement. Un homme qui sera retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses 3 ans plus tard. Joseph Scaf. Nous vous informons par la présente que notre section a reçu des informations concernant un navire dénommé Rosus, amarré au quai numéro 11 du port de Beyrouth, transportant du nitrate d'ammonium hautement dangereux et explosif, menaçant la sécurité publique. Rosus docked at Beirut port for like 3 months. Docked. I'm not saying that they were like it was away or something. No. Docked at Beirut harbor for 3 months, and no one sent anything related to ammonium nitrate. Personne jusqu'à ce colonel. Âgé d'une 50aine d'années, Joseph Scaf est reconnu par ses collègues pour sa rigueur, son intégrité et son dévouement dans la lutte contre les trafics illicites. En conclusion de son rapport alarmiste sur le Rosus, il suggère une intervention des autorités libanaises. Nous proposons de demander au chef des brigades de Beyrouth et au chef du service des manifestes de collaborer avec les autorités de contrôle terrestre pour éloigner le navire du quai numéro 11 et le rapprocher de la digue, et si possible de le placer sous la surveillance des autorités présentes au port. When Joseph Scaf asked them to move the ship away, he was not telling them to move the ship away because of the explosion. I mean, if the ship managed to explode there or just outside the harbor, almost the same result. He was just telling them to do that because he was afraid that someone might be stealing or these people might be smuggling ammonium nitrate while docking there. Ce n'est que 2 mois après l'alerte lancée par Joseph Scaf que les services d'inspection maritime se décident enfin à interroger le capitaine du Rosus. Mais ces déclarations portent davantage sur l'état du bateau et de l'équipage que sur celui de la cargaison. Nous souhaitons rentrer chez nous, d'autant plus que nous n'avons pas reçu nos salaires depuis septembre 2013. Nous avons contacté le cabinet d'avocats Baroudi, qui a pris les documents originaux du navire pour suivre la situation, et nous attendons son retour concernant l'affaire. Quelques jours plus tard, le chef du port de Beyrouth reçoit une lettre de ses avocats, engagés par le capitaine du navire. Pour motiver leur requête, les juristes soulignent notamment l'extrême dangerosité du nitrate d'ammonium, en listant l'ensemble des catastrophes liées à ce produit. En septembre 2014, l'équipage est finalement autorisé à débarquer. They had a wait of 10 months on the deck in miserable conditions, with garbage piling up, no water, no electricity, until, they won the court case and were able to leave. La lettre de ses avocats fait également avancer l'affaire sur le sort du nitrate. Un juge des référés ordonne le déchargement de la cargaison vers un lieu sûr et surveillé. L'opération a lieu les 23 et 24 octobre, près d'1 an après l'arrivée du Rosus au port de Beyrouth. En guise de lieu sûr, le hangar numéro 12. Lorsque le Rosus a été déchargé, en fait, comme il était amarré sur un quai qui est face au hangar numéro 12, et que comme les tonnes de nitrate d'ammonium, c'est lourd à transporter, ils se sont dit, on le décharge dans le hangar numéro 12. Et donc, ils se mettent pendant 2 jours, 48 heures, à charger le hangar numéro 12 de ces sacs-là, à côté de feux d'artifice, de solvants, de tissus, de bois. It was not in a restricted area.
It was like a hangar just near the hangar number 19, where all the customs papers are being cleared there. So a lot of people will pass by the hangar number 19. It's not something special. There are international standards around how ammonium nitrate should be stored. These are clearly violated in storing this material so close to the public and in the manner that they were stored. You know, in a hangar like this that is filled with hazardous material, you don't have any sprinklers. You don't have any detectors. You don't have secured doors. You don't have cameras. Les négligences se multiplient. Et malgré la demande du juge, personne ne supervise l'opération. When the clerk goes to the port to oversee the transport of the material, he's told to come back at another day. And now, when he does that, he's told that the ammonium nitrate has already been transported. So we do not have evidence or an individual who has actually spoken about the transport of the material to verify that the 2,750 tons all made it into the hangar. Après un voyage chaotique, après une succession de dysfonctionnements techniques et administratifs, le Rosus et au moins une partie de sa cargaison semble désormais abandonnée à Beyrouth. Seul objectif des autorités portuaires, trouver un moyen de revendre le navire et le nitrate pour compenser les frais de port et de stockage. Une pratique courante, mais régulièrement entachée de corruption. They were busy in collecting money for their pockets. I do know that because when I was investigating these fake auctions happened just before the explosion, I saw how they were like dealing with each other, how they gave certain cargoes to each other at a certain point, bluntly. Au milieu de ces enjeux financiers, rares sont ceux qui se préoccupent encore de la dangerosité du nitrate. Après Joseph Scaf, c'est Nermé Brax, le chef du service des manifestes du port, qui tire la sonnette d'alarme au moment du déchargement de la cargaison. Il propose de remettre le nitrate d'ammonium à l'armée libanaise. He was concerned about his own safety and the safety of the port and those around him. And he articulated that to his superiors. You know, it is because of that record that we also know quite clearly that senior officials were clearly aware of the risk that was present and that we were failing to act. Mais une fois de plus, l'alerte lancée par Brax reste sans conséquence. Personne ne prend la responsabilité de récupérer ou de sécuriser la cargaison. Plus rien ne se passe jusqu'à un nouveau coup de théâtre. Le 23 janvier 2015, le juge des référés reçoit une lettre d'un avocat local engagé par une entreprise qui affirme être la propriétaire du nitrate. Une société jusqu'ici absente des documents officiels et qui souhaite savoir ce qu'il est advenu de sa marchandise. La société requérante est propriétaire de marchandises entreposées dans le hangar numéro 12 du port de Beyrouth, notamment des sacs contenant du nitrate d'ammonium. Nous demandons à votre honorable magistrature de nommer un expert pour inspecter la marchandise, déterminer son état et sa quantité et préciser si elle est apte à l'utilisation. Jusqu'ici, seuls 3 acteurs semblaient impliqués dans les transactions sur les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. Le commanditaire, Dreymour, le producteur, Roustavi Azote, et l'acheteur, l'usine d'explosifs du Mozambique. Cette lettre révèle l'existence d'un intermédiaire jusqu'alors passé sous les radars des enquêteurs, Savaro Ltd. At that time, the name of Savaro started to appear, and it was first said that Savaro is a well-known company, that it works in this field for a long time, and this was just a normal shipment that is done on a regular basis. Mais il apparaît rapidement que ce nouvel acteur présente lui aussi un profil troublant. We found that this company, Savaro Limited, was based in the United Kingdom, but it had hidden many other companies in at least 6 offshores and had used company registration services
in at least 2 countries, in Cyprus and in the United Kingdom. Un réseau complexe où se mêlent sociétés écrans et intermédiaires, rendant presque impossible l'identification de son propriétaire. Qui est réellement aux commandes derrière ce montage opaque? Et comment cette société s'est-elle retrouvée impliquée dans cette transaction? Pour identifier les responsabilités, l'avocat Camille Abou-Sleiman engage des poursuites en 2021 contre la société basée à Londres. Savaro UK, c'est la compagnie qui s'est présentée pour la levée de la saisie au Liban et pour la libération du nitrate. Donc c'est la compagnie contre laquelle on a intenté un procès. Il découvre alors qu'une autre entité du groupe, enregistrée dans les îles Vierges britanniques, est en réalité la société mère. Malheureusement, le deuxième, Savaro, a été liquidé. Dans la défense, ils ont dit oui, mais les activités sont passées dans l'autre compagnie. Donc il y avait une certaine confusion entre la société de BVI et la société de Londres. Ça nous a créé pas mal de problèmes qu'on a réussi à surmonter. Le procès fait surtout apparaître des documents, jusqu'alors inédits, liés au nitrate d'ammonium saisi à Beyrouth. On y découvre que l'usine d'explosifs du Mozambique avait mandaté Savaro pour lui fournir cette marchandise, parmi d'autres livraisons. On a pu confirmer que le nitrate qui a été détourné, envoyé au Liban, n'était pas le seul envoi de nitrate entre Savaro et la société de Mozambique. Selon ce contrat, l'usine d'explosifs du Mozambique fait appel à Savaro en février 2013 pour la livraison de 24 000 tonnes de nitrate d'ammonium à haute densité et 8 000 tonnes à basse densité. C'est cette dernière, moins compacte, qui est privilégiée pour fabriquer des explosifs. Le contrat s'élève à 17 160 000 $ et prévoit 4 livraisons de nitrate d'avril à décembre 2013. Savaro étant un broker, un courtier. Donc Savaro il source le nitrate, différents genres de nitrate, une fois d'Ukraine, une autre fois de Géorgie. Donc c'était pas toujours la même source. C'est un courtier qui va dans le marché, qui achète le nitrate. Voilà. Parmi ces livraisons, 2 partent de Géorgie, avec les mêmes partenaires, Dreymour et Roustavi Azot. La première correspond aux 2750 tonnes déroutées vers le Liban, du nitrate à haute densité. La seconde, elle, expédie 4450 tonnes du même produit en novembre 2013. Problème, selon les données de la Banque mondiale ou des Nations unies, aucune de ces 2 cargaisons n'apparaît dans les registres d'importation de nitrate du Mozambique, ni en 2013, ni en 2014. Que s'est-il donc passé pour la seconde transaction? A-t-elle connu le même sort que celle retenue au port de Beyrouth? L'enquête se recentre alors sur Savaro et l'identité de son propriétaire. On a pu déterminer que la société était détenue par un individu qui s'appelle Volodymyr Verbonol, un ressortissant ukrainien qui, aux dernières nouvelles, habitait dans la ville de Dnipro, sur les lignes de front de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Depuis les années 2000, Volodymyr Verbonol est à la tête de cette myriade d'entreprises qui ouvrent et ferment au gré du temps et des transactions. Mr. Vladimir Verbonel, the owner of Savaro Limited, was also connected through these structures to other companies. Sometimes they were using the same mail address, sometimes they were hiding behind nominees and directors. C'est le cas de Savaro UK, une entreprise créée par un prestataire de services qu'il enregistre au fil des ans à plusieurs adresses postales, avec des centaines d'autres sociétés. En creusant davantage, le journaliste Firas Hatoum va découvrir un lien suspect. Ces mêmes prestataires ont créé parfois le même jour que Savaro d'autres entreprises dont les propriétaires, eux, sont bien connus au Moyen-Orient. Those companies were running companies related to 3 Syrian businessmen. Imad Khouri, Mudallal Khouri, and George Haswani.
close to the Syrian regime, they were put on the American list of sanctions, the OFAC, I guess, between 2014 and 2015. Mudallal al-Khouri was put for many reasons, but among those reasons was the belief that he was behind a shipment that tried to bring ammonium nitrate to Syria in the end of 2013, which was at the same time when Rossos came to Lebanon. Firas Hatoum réalise que ces hommes d'affaires syriens sont également des clients de la FBME, la banque auprès de laquelle Charalambos Manoli, le propriétaire du Rosus, avait obtenu un prêt de 4 millions de dollars en hypothéquant son navire. They are kind of main clients in this bank. They have more than, I guess, maybe 70 or 80 accounts relating to them. Simple coïncidence ou indice d'une implication syrienne dans l'ombre de cette cargaison arrivée au port de Beyrouth? On n'a pas vu de traces dans l'achat du nitrate, dans les contrats d'achat du nitrate ou de la vente du nitrate ou dans l'actionnariat de la société. On n'a pas vu de lien. Ça ne veut pas dire que ces liens n'existent pas, simplement qu'on ne les a pas, nous, vus. Cette incertitude suffit toutefois à alimenter bien des hypothèses, principalement liées au contexte de la région. À cette époque, la Syrie est en pleine guerre civile. Bachar al-Assad lutte pour sa survie avec le soutien du Hezbollah, de la Russie ou encore de l'Iran. Sous le coup de sanctions internationales, le régime syrien met en place des réseaux sophistiqués pour se procurer armes et explosifs, notamment du nitrate d'ammonium. One theory is that, this material was taken from the Lebanese port into Syria and used by the Assad government to build barrel bombs or other explosives in the context of the war. We have not been able to confirm that. But is the suspicion there in light of the overall circumstances? Of course it is. Plusieurs journalistes suivent alors cette piste, comme le média libanais Mégaphone, qui découvre un passage du Rosus dans le port de Tartous en Syrie, 1 an avant son arrivée à Beyrouth. Mais malgré tous ces éléments circonstanciels, aucun lien direct n'a pour l'heure été découvert entre le régime syrien et la cargaison déroutée au Liban. Being sure means you have paper trail, you have documents, you have ownership registration. In that case, we did not get hold of any company connecting A to B and B to C. Ce qui est certain en revanche, c'est que Savaro, en janvier 2015, essaie par tous les moyens de récupérer sa cargaison. Nous avons eu possession d'une lettre de Fabrica de Explosivos, qui est le destinataire ultime du nitrate. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre nitrate? On veut le nitrate. Donc, à mon avis, ils essaient de récupérer le nitrate parce qu'ils avaient une obligation. Savaro avait une obligation, ils étaient déjà payés pour le nitrate qu'ils n'avaient pas livré. Do you know that Savaro sent a letter for the Port Authority and Directorate of Transportation asking them to take out the cargo? But please pardon us from paying the storage fee or something like that. They refused. Des mails, retrouvés par Osisi Harpi, montrent qu'un employé de Savaro avait même demandé de l'aide à un homme d'affaires au Liban dès le mois de décembre 2013. Nous avons appris que le navire se trouvait à Beyrouth, au Liban. Nous avons demandé au propriétaire du navire pourquoi à Beyrouth. Ils ont commencé à nous faire chanter pour que nous payions $180,000 supplémentaires, sans quoi nous ne reverrions jamais notre cargaison. C'est ainsi que Savaro demande au juge des référés en janvier 2015 un état des lieux de sa cargaison. Une experte judiciaire se rend alors dans le hangar numéro 12. Lorsque l'experte rentre dans le hangar, elle découvre des sacs éventrés, le nitrate qui avait même jauni et déclare qu'il est en piètre état. Sa visite ne permet pas de confirmer que la totalité des 2750 sacs est bien entreposée dans le hangar, tant selon elle, l'entrepôt est en désordre. But I think there are multiple pieces of evidence that suggest, including things like that the bags were ripped and bags were not completely full, that not all of the material was there.
L'avocat qui était en charge de la demande de Savaro décide que c'est même pas la peine de poursuivre les inspections. Savaro abandonne complètement ces 2750 tonnes de nitrate d'ammonium au Liban et ne va plus vraiment chercher à les récupérer. Beyrouth devient alors officiellement la destination finale de cette encombrante cargaison. Le sort du nitrate d'ammonium, abandonné par ses propriétaires, est désormais entre les seules mains des autorités libanaises. Le problème, c'est que le port de Beyrouth, il y a beaucoup d'enchevêtrements et c'est pas très clair qui est responsable. Pourquoi, dont le mess dans lequel on s'est retrouvé. La structure administrative du port est complexe et fragmentée. À la fin de la guerre civile en 1990, une commission provisoire a été créée pour gérer le port de Beyrouth. Appelée l'autorité du port, elle est toujours en place et dépend du ministère des Travaux publics et des Transports. Elle diffère de l'administration des douanes, qui, elle, est sous l'autorité du ministère des Finances. The Port Authority was responsible for the transport of this material to the hangar and its safe storing. Customs officials are responsible for securing the material in the port and ensuring that it doesn't pose a risk to the public. And they have authority to act, to do so. À cela s'ajoutent les multiples services de sécurité, ainsi que les interventions du ministère de la Justice. Le nombre des acteurs dilue les responsabilités. Et pendant toutes ces années, l'autorité du port et l'administration des douanes n'échangent aucune lettre relative au nitrate d'ammonium. Can you imagine that you have 2,700 tons of ammonium nitrate stored in a place that you both have authority on it, and you don't have a single letter discussing about the issue related to this ammonium nitrate? Definitely, according to the law, they should have. La direction des douanes ne s'adressera qu'au juge des référés, saisi en raison des dettes du Rosus. We see 6 different letters that we have records of requesting the sale or re-export of the material. Each letter was returned for having improper procedure. Despite that, they never corrected their errors, and they just kept reissuing the same request. Judicial experts that we spoke with told us that even absent a judicial order, customs could have acted to re-export the material, to secure the material, and to destroy the material. And they failed to do that. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une tendance fâcheuse au Liban. Dès qu'il y a un problème, off my desk, ça veut dire c'est pas ma compétence, passez-la à quelqu'un d'autre, simplement. Ce n'est pas une façon d'agir. Chacun renvoie la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui a eu le courage et l'intégrité de dire bon, il y a un problème sérieux, il faut qu'on règle le problème. C'est pas simplement d'enlever ce papier de mon bureau, de le remettre à quelqu'un d'autre. En 2015, ce quelqu'un d'autre va finalement être l'armée. La direction des douanes s'est tournée vers l'armée, qui est quand même l'institution militaire du pays, et que sachant le caractère hautement explosif de ces matières, eh bien, ça allait nécessairement les intéresser, ou en tout cas devenir de leur ressort. En vertu de la loi libanaise sur les armes et les munitions, l'armée doit donner son accord à l'importation de tout nitrate d'ammonium et le sécuriser s'il dépasse une teneur en azote supérieure à 33,5%. Malgré une première alerte lancée par la Force intérimaire des Nations Unies en 2013, elle avait déjà donné son feu vert à l'entrée du navire. Cette fois, l'institution militaire répond que la teneur en azote du nitrate d'ammonium stocké dans le hangar numéro 12 n'est pas indiquée et que des analyses en laboratoire doivent donc être réalisées pour proposer les mesures appropriées. And then the customs told them it's 34.7. This was important because by confirming the nitrate grade, it made it clear that the Lebanese army had a responsibility to act. And then the army replied, okay, we don't need it. Period. Nothing more. Which is very weird.
Elle a proposé que le nitrate d'ammonium soit vendu à la compagnie d'explosifs libanaise, la compagnie de Shammas. Everyone was surprised how the Lebanese authorities did really not do the minimum, which was to have it stored in an army depot under the guise of the army. That's not acceptable, right? That's not acceptable. I mean, imagine it's just like saying, there's this hazardous material here. You have a responsibility for securing it and protecting the public. Oh, we don't need it. It's not a function of whether you need it. It's a function of your responsibility to act to protect the public. Tour à tour, les instances libanaises déclinent toute responsabilité sur le nitrate. Et les années passent. Malgré une situation fragile au Moyen-Orient, la population vit dans une quasi-insouciance. Sur toute cette période, pour nous, c'est des très belles années, donc de 2014 à 2019, parce que en 2014, en fait, c'est l'année où on se marie, Tracy et moi. Alexandre, notre fille, est née en 2017, donc on est très heureux de vivre ensemble ici, de la voir grandir. Donc c'était le début de notre famille et de notre aventure. Personne, ou presque, ne sait alors ce qui se joue au port de Beyrouth. En 2018, le Rosus, abandonné en face du quai numéro 8, coule dans l'ignorance générale. L'épave ne sera jamais sortie des eaux libanaises. Il faudra attendre l'année suivante, 6 ans après l'arrivée du navire, pour que la cargaison de nitrate toujours entreposée dans le hangar numéro 12 redevienne un sujet de préoccupation. À cette époque, le Liban bascule dans une crise financière sans précédent et la population, en octobre, se mobilise contre la corruption, la mauvaise gestion et le système politique sectaire. C'est une période d'espoir pour nous, on y a beaucoup participé. L'Exou y était aussi très souvent. On espère le changement. Cette même année, le président libanais Michel Aoun décide d'établir un bureau de la sécurité d'État dans le port pour y renforcer la lutte contre la corruption. C'est le commandant Joseph Naddaf qui en prend la direction. L'homme qui va relancer l'affaire et alerter les plus hauts responsables de l'État sur la présence du nitrate d'ammonium. Le capitaine Naddaf, c'est vraiment le profil du jeune militaire qui a à peine une trentaine d'années et qui s'est vu confier une mission qui n'est pas des moindres, c'est de lutter contre la corruption au sein du port de Beyrouth, qu'on sait être l'endroit où toutes sortes de trafics et de pots de vin ont lieu. Marié et père de 2 enfants, ce capitaine est, comme Joseph Scaf 4 ans avant lui, connu pour son sens du devoir et son engagement professionnel. Dès sa prise de poste au port de Beyrouth, il inspecte les installations, attentif à toute anomalie. Jusqu'au moment où, dans ses déambulations au sein du port, il est tombé sur ce hangar numéro 12 dans lequel il a vu ses matières et qu'il a senti quelque chose qui n'allait pas. He was alerted to the fact that the ammonium nitrate was in hangar 12. And afterwards did conduct an investigation related to the ammonium nitrate and the risk that it would pose to the public. Le capitaine Naddaf reçoit dans son bureau une série de responsables portuaires qui ont qu'un mot à la bouche. C'est des matières qui ont été déchargées, qui sont chimiques, qui sont explosives. On a fait des rapports, on a demandé à la justice de décider de son sort, mais jusque-là, on n'a jamais eu de réponse sur que faire de cette marchandise. Le 28 mai 2020, Joseph Naddaf finalise enfin son enquête. À la page 3, une mention frappe par sa clarté et son urgence. Après avoir consulté l'un de nos spécialistes en chimie, il nous a été confirmé que le nitrate d'ammonium, en cas d'incendie, provoquerait une énorme explosion avec des conséquences catastrophiques sur le port de Beyrouth.
Le rapport est transmis à son responsable, Tony Saliba, et au procureur de la République près la Cour de cassation, Rassan Ouaidat. Le procureur impose des travaux sur le hangar, mais ne requiert aucune mesure pour sécuriser les sacs de nitrate. Au lieu de demander leur évacuation, il a proposé de simples petits rebouchages de trous pour en fait encore les garder au sein de ce port. Au même moment, la présence du nitrate dans le port de Beyrouth est presque par hasard portée à la connaissance du Premier ministre, Hassan Diab. Le 3 juin 2020, son conseiller assistait à un dîner privé avec Tony Saliba, le supérieur de Naddaf. La discussion aurait alors incidemment porté sur la cargaison entreposée dans le hangar numéro 12. Dans une interview accordée à Human Rights Watch, Hassan Diab dit avoir reçu ce soir-là un appel de ce conseiller, l'informant que 2700 kg de TNT se trouvaient au port de Beyrouth. C'est ce que mon conseiller a compris. Ils ont peut-être parlé de 2700 tonnes, je ne sais pas, mais c'est ce qu'il a compris. Le Premier ministre demande alors à son chef de la garde ministérielle d'organiser une visite au port. Ce dernier s'y rend et rappelle Diab, il ne s'agit pas de 2700 kg, mais de 2700 tonnes, et ce n'est pas du TNT, mais du nitrate d'ammonium. De manière surprenante, Hassan Diab annule alors sa visite. Il y a eu un scramble de dernière minute. J'attends avec impatience la réponse. Pourquoi, en dernière minute, il a annulé sa visite? C'est une des personnes qui aurait pu éviter le drame. Certainement. Le Premier ministre expliquera que c'est en raison de ces récits contradictoires qu'il a pris cette décision. Il demande alors un rapport écrit. 6 semaines plus tard, un résumé de celui du capitaine Naddaf arrive sur son bureau, ainsi que sur celui du président, Michel Aoun. The report itself, as you know, limited as it is, does state quite clearly the risk posed to the public and the explosive nature of this material. It should have been enough to instigate urgent action to protect the public. The president can unilaterally call a meeting of the Higher Defense Council, and many meetings were called over the course of the summer on different security issues. But the issue of insecurity at the port was never discussed. It was supposed to be on the agenda of Mujtaba al-Ala. And for a certain reason, it was dropped from the agenda. This is the weird thing, the very fishy thing. How come the internal police made a report telling the president and the prime minister, like a few weeks before the explosion, that there's a ticking time bomb in that depot and nothing happened? These were like legitimate questions. Début août 2020, les plus hauts responsables libanais sont donc informés de la présence du nitrate au port de Beyrouth. Mais aucune mesure n'est prise. And the result of that was catastrophic. C'est une journée normale de Covid. En fait, donc où on travaille de chez nous, donc de là où nous sommes maintenant, de notre appartement. Ma fille était là, avec Tracy était là, on avait un ami aussi à nous qui était présent. Lexo était en train de jouer avec ses poupées ici dans le salon. Au départ, on a eu des premières fumées qui sont dégagées du port de Beyrouth. Ça a été filmé par quelques personnes, notamment qui résident dans les alentours, les passants. Les pompiers reçoivent un coup de fil dans la caserne de la Quarantaine. On leur fait part de cet incendie. On a 10 pompiers qui, à l'aveugle, comme ça, entre camarades, montent dans leur camion et foncent vers le port. Ils sont au courant de rien.
Ils arrivent, ils voient ce hangar dont les fumées commencent à vraiment se métamorphoser. Et c'est là que je vois la première grande colonne de fumée blanche. Et il y a eu une première explosion. Cette première explosion, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais c'était une explosion très très forte. Ce qui se passe ensuite, c'est que Tricia arrive à côté de moi, donc là, à la place où vous êtes assise, donc face au port. On est à 800 mètres du hangar numéro 12, les silos sont juste là, on peut les voir. Elle a commencé à crier en nous disant de reculer et de rentrer et nous diriger vers les chambres. Les pompiers ont contacté la caserne en disant « on a besoin de renforts ». Et là, on a à peu près la quasi-totalité de la caserne qui est montée dans les camions pour rejoindre les camarades. Donc on envoie des pompiers au charbon, on garde les gens, les habitants qui habitent autour du port, chez eux tranquillement avec leur portable à filmer ce qui se passe. Et il se produit ce qui se produit et c'est un carnage. Le souffle et le blast, l'énergie de l'explosion a été telle que tout a été détruit dans l'appartement et qu'on s'est tous retrouvés projetés. Ma fille a été projetée, ma femme a réussi à l'attraper en fait en plein vol et la couvrir par terre pour qu'elle évite la chute de débris. Tricia a été très touchée. Elle a eu 6 côtes et vertèbres cassées, entre autres parce qu'elle elle s'est pris tout le plafond sur elle. Ma fille, en fait, a eu un choc au cerveau. Ça montre, en fait, l'ampleur du souffle et du blast. C'est que c'est pas par choc contre un mur ou autre, mais c'est le blast était tellement fort que ça lui a fracturé le cerveau et le crâne, et elle a eu un œdème au cerveau très fort qui l'a tuée. Ce 4 août 2020, le nitrate d'ammonium abandonné au port provoque la plus grosse explosion non nucléaire de l'histoire. La détonation fauche la vie d'au moins 235 personnes, dont Alexandra Najar, l'une des plus jeunes victimes. 7000 autres sont blessés. Dans ce drame, les 10 pompiers envoyés au port n'ont pas survécu. Quant au renfort, il n'était pas encore arrivé sur place. En un fragment de seconde, un tiers de Beyrouth est transformé en champ de ruines. À cause d'une cargaison dont certains avaient pourtant dénoncé le danger, mais que tant d'autres avaient choisi d'ignorer. Ce qui est particulièrement frappant, ironique, c'est que lorsqu'on a donc discuté avec les marins après l'explosion, leur réaction
Quand ils ont vu la déflagration à Beyrouth, ça a été de se dire « mais c'est pas possible, ces sacs de nitrate étaient encore là ». Il faut attendre le début de soirée pour que des informations parcellaires sur l'origine du drame commencent à tomber sur les chaînes de télévision. Officials tonight say a warehouse has for years been filled with dangerous explosive chemicals. صُدرت من على متن باخرة منذ أكثر من عام ووضعت في أحد مخازن المرفأ. وجود 2750 كيساً من مادة النيترات أمونيوم. À 22h, le Premier ministre Hassan Diab s'adresse à la population avec une promesse qui, aujourd'hui, provoque l'indignation de nombreux citoyens. لن يمر من دون حساب. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى. هذا التزام وطني. Comment dire? Lui est un des principaux responsables. It's not my role to judge, these individuals, but the responsibility under international human rights law is clear. The failure of the state to act to protect the public is a violation of the right to life. Pourquoi ce stock de nitrate a-t-il explosé ce 4 août 2020 ? Dès les premières heures, les autorités libanaises affichent un objectif ambitieux. Publier un rapport sur les responsabilités dans un délai de 5 jours. Dans un pays comme le Liban, quand il se passe quelque chose comme ça, on compte beaucoup sur la coopération internationale. Il y a eu toutes sortes d'experts qui ont débarqué après l'explosion, des enquêteurs français, des enquêteurs américains, des enquêteurs britanniques. Ces équipes, libanaises et étrangères, inspectent alors les lieux à la recherche de la moindre preuve. Toutes les pistes sont considérées. Les soupçons se portent d'abord sur l'ennemi historique du Liban, Israël. À cette époque, les tensions entre l'État hébreu et le Hezbollah avaient une fois de plus dégénéré. Quelques jours avant l'explosion, des tirs avaient eu lieu à la frontière sud du Liban. Une extension du conflit n'aurait surpris personne. Au départ, c'est vrai qu'on aurait pu se dire que, évidemment, Israël a encore une fois frappé le Liban. Le président de la République libanaise, Michel Aoun, a aussi dit qu'éventuellement, il faudrait étudier la thèse d'une frappe aérienne, d'une attaque d'un pays extérieur aussi. Très vite, ce 4 août, les médias et les réseaux sociaux s'enflamment. Israël aurait-il lancé une attaque inédite pour déstabiliser le groupe chiite ? L'État hébreu dément immédiatement. Mais cette théorie a la vie dure. D'autant plus que le Premier ministre israélien suggère quelques semaines plus tard que l'explosion pourrait avoir eu lieu dans un dépôt d'armes du Hezbollah. The explosion happened here. This is the Beirut port. Now here's where the next explosion could take place, right here. Le chef du groupe chiite nie à son tour toute implication. Mais les spéculations vont bon train. Le nitrate appartenait-il au Hezbollah ? Si cette théorie séduit une partie des Libanais, certains sont toutefois plus sceptiques. Why the hell would Hezbollah store ammonium nitrate at Beirut Harbor? He has the ability to bring ammonium nitrate and declare it as wheat. Okay, and no one will know that ammonium nitrate came to Lebanon, and he can take it out, and no one will know about that. So why the hell he might store it there? Mais l'hypothèse d'un lien avec le groupe chiite ressurgit en 2021, lorsque les conclusions d'une enquête du FBI fuitent dans la presse. Selon les experts américains, l'explosion du 4 août ne correspondrait pas à celle de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. The FBI suggested that it was 500 tons. Because of the size of the explosion as well, that led to experts to believe that if it had in fact been 2,750 tons, that the explosion would actually have been even larger. Le Hezbollah, jouant de son influence dans le port de Beyrouth, aurait-il mis la main sur le nitrate, n'en laissant qu'une infime partie dans le hangar numéro 12 ? L'hypothèse fait couler beaucoup d'encre. Mais à ce jour, aucun élément tangible ne permet de prouver l'implication du groupe chiite.
Le nitrate aurait tout aussi bien pu être vendu illégalement ou volé. Ce 4 août 2020, de nombreux habitants sont toutefois convaincus. Ils ont entendu un bruit d'avion juste avant l'explosion. La thèse d'une attaque aérienne est donc prise au sérieux, et les experts se penchent sur la question. Images, vidéos, relevés sonores, analyse de potentiels résidus sur les lieux du drame, tout est examiné dans les moindres détails. Tout, sauf un élément qui fait cruellement défaut au dossier, les images satellitaires captées au-dessus du port ce jour-là, dont le Liban ne dispose pas. Personne n'a délivré ces images au Liban. Ça a vraiment alimenté la thèse d'un complot. On veut cacher qu'il y a vraiment eu une frappe aérienne. Tout le monde veut cacher qu'Israël a frappé le Liban. Il s'avère qu'en fait, ces images ont mis du temps à arriver, mais elles ont fini par arriver. Celles envoyées par les services étrangers n'ont jamais été rendues publiques, faisant perdurer le doute auprès d'une partie de la population. Mais le rapport des experts français obtenu par certains journalistes est sans appel. Le fait que les explosions aient été précédées par un incendie permet d'exclure l'hypothèse d'un missile ou d'un engin explosif à l'origine de la détonation. Les experts français sont ceux qui ont eu le travail le plus fouillé. Il y a eu des plongeurs sous-marins, il y a eu vraiment beaucoup de récoltes d'éléments, de preuves, etc. pour essayer de déterminer un peu tout ce qui s'est passé. Par ailleurs, j'ai beaucoup discuté avec des experts de balistique qui m'ont dit que on ne peut pas louper un avion ou un missile dans le ciel. Les enquêteurs explorent alors d'autres pistes, notamment celle de l'accident. Car ce 4 août 2020, après des années d'inaction, des ouvriers étaient enfin mobilisés pour réparer les portes du hangar numéro 12, sans avoir été informés des risques du chantier. Part of the tragedy and part of the malfeasance is the welders that were sent to the hangar to conduct the work to secure the doors were not told what was inside of the hangar. Ces ouvriers ont travaillé en t-shirt, basket, aucun dispositif de sécurité. Ils ont dû, par exemple, pour ouvrir le hangar, on leur demande de rentrer dans un des trous et marcher sur les sacs pour aller ouvrir une des portes. Les ouvriers affirment avoir réalisé des travaux de soudure. Pourrait-il avoir été à l'origine de l'incendie ? Les autorités, ils ont sauté sur l'occasion pour dire c'est des travaux de soudure de ces jours-là qui ont provoqué l'incendie. Sauf que très vite, de nombreux éléments ne tiennent pas la route. En premier lieu, le départ des ouvriers, qui affirment être partis aux alentours de 15 heures, alors que l'explosion a eu lieu après 18 heures. They stayed after doing this for like around 1 hour in the port, and if there was anything related to the welding, the fire should have started long time before they left. Autre incohérence, révélée par l'agence Forensic Architecture, la zone où ces ouvriers ont travaillé semble trop éloignée de celle identifiée comme le point de départ du feu. En étudiant bien les faits, en recoupant les témoignages, ces travaux ont peu de probabilité d'avoir provoqué l'incendie ce jour-là. Ils se sont déroulés à l'extérieur du hangar, ils se sont déroulés à 50 mètres du départ du feu, celui qu'on estime en tout cas. Et donc, on n'arrive pas à imaginer comment ces petites étincelles auraient pu mettre le feu aux poudres à l'intérieur. Les rapports des pays étrangers ne tranchent pas non plus. Selon les Français, le départ de feu aurait tout aussi bien pu résulter d'un défaut électrique, d'un mégot de cigarette, que d'un acte volontaire, comme un déversement d'accélérant ou l'allumage de détritus. Une chose est sûre en revanche, le nitrate d'ammonium a pu exploser ce jour-là, car il était proche de substances inflammables, dont des feux d'artifice. These fireworks were there even before the ammonium nitrate was there. And when the army went there and checked the hangar, like late 2015 or something like that, and it was like مديرية العتاد, like the department specialized in weapon in the army. They didn't see the firework near the... I mean, can you imagine that? I mean, if there is a department specialized in weapon here in Lebanon, it should be this department. L'origine de l'explosion reste l'un des plus grands mystères de l'affaire. Malgré leurs efforts,
Ces journalistes n'ont pas trouvé plus de réponses sur les causes de l'incendie. Et de nombreuses hypothèses, de l'accident à l'acte criminel, sont encore considérées. Les 5 jours de vérité promis par les autorités, eux, se sont transformés en années. L'enquête nationale a été paralysée par des ingérences politiques et aucune réponse n'a été apportée. The culprits, the people that are blamed for, either being the wrong person in the wrong seat, or taking decisions with the intention of harming, or taking decisions without even any consideration, or just sheer negligence and ineptitude. These people are not held accountable locally. Those who try to hold them accountable locally are silenced. However, this doesn't mean that the world cannot hold them accountable. The negligence is still there. The incompetence is still there. The corruption is still there. The bribery is still there. And this messy relation between the authorities' work in Beirut Harbor is still there. And accordingly, the 4th of August can happen tomorrow. Des années après le drame, les zones d'ombre hantent encore victimes et témoins de l'explosion. Pourquoi ces tonnes de nitrate d'ammonium sont-elles arrivées à Beyrouth? Pourquoi ont-elles été ignorées par les autorités pendant près de 7 ans? Et pourquoi ont-elles explosé? Ces citoyens engagés ont cherché des réponses à ces questions. Mais à ce stade, la plupart d'entre eux s'accordent à dire que seule une instance officielle, habilitée à mener des interrogatoires et à exiger des documents, pourrait encore percer tout le mystère. À condition que le Liban en ait les moyens et surtout la volonté.